L'arc-en-ciel se lève, épisode 103 du 10 février 2025. Au sommaire aujourd'hui, crise du logement, des obstacles supplémentaires pour les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Pourquoi si peu de personnages queer dans les jeux vidéo? Poser la question soulève une tempête de haine. Nouvel effort de mobilisation pour contrer les reculs pour les personnes de la diversité sexuelle de genre et de toutes les autres diversités. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie pour atteinte à la liberté d'expression des militants LGBTQIA+, à la chronique Transatlant Queer avec Christophe Gérard et dernier volet de notre regard sur la non-monogamie éthique à la chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Lajoinnis. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. La crise du logement, c'est un sujet qui nous affecte tous et toutes et tous, et particulièrement nos communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Pour en discuter, je reçois Elisabeth Feldhaus. Elle est spécialiste principale de recherche dans ces politiques-là Bon, je pense que je vais vous laisser vous présenter là, sur ces politiques et les enjeux qui viennent avec ça dans la recherche du logement à la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, bonjour Denis Martin, merci. Je suis ravie d'être ici, de mettre la lumière sur des recherches très importantes aujourd'hui. Parce que c'est votre domaine, vous faites ce genre de recherche. C'est pour ça que je vais vous laisser un peu nous dire qu'est-ce que vous faites à la SCHL, Elisabeth. Oui, merci. Je suis spécialiste principale dans la division de recherche et des politiques à la SCHL. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, la crise du logement, ça affecte pas mal tout le monde, mais il y a des groupes qui, parfois, ont plus de difficultés. Est-ce que c'est le cas des personnes des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre? Absolument. Comme vous le savez, la communauté est très, très diverse. Ce que je veux dire par ça, c'est que les membres de la communauté Deux Esprits LGBTQIA peuvent aussi faire partie de d'autres groupes minoritaires. Et donc, on voit vraiment les défis et les obstacles multipliés. Oui, et comment ça se manifeste, ces obstacles-là? Ça a l'air de quoi? Juste pour faire peut-être un survol Mhm. global de cette communauté, on voit que la majorité habite dans des régions urbaines qui sont moins abordables, qui ont un manque d'offres importantes dans le marché locatif et dans les logements à but non lucratif. Et également, un tiers de la communauté, ce qu'on voit dans le recensement, est à faible revenu. Et Mhm. donc, ce qu'on voit, cela indique, c'est que le défi principal de la communauté est de surmonter la compétition qui se trouve dans le marché locatif et hors marché et de trouver un logement abordable et de qualité. Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites là. Un tiers des personnes vivent avec des revenus modestes parce qu'il y a toujours cette idée là, qu'on nous sort régulièrement que les communautés sont riches. Alors, bon, peut-être qu'il y en a, là, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Alors, Justement, comme j'ai dit, c'est une communauté très diverse et donc on voit les obstacles sont différents à travers toute la communauté. quelles sont les initiatives ou programmes là, qui ont été mis sur place pour répondre aux besoins spécifiques là, en logement pour ces personnes là, des communautés de LGBTQIA+. Merci. Ben, je veux juste souligner que le gouvernement fédéral a récemment publié un plan pour un charte des droits des locataires. Mhm. Donc, le charte inclut des provisions antidiscriminatoires qui favorisent l'équité et la transparence, ce qui est très important dans la recherche d'une unité de location. À la SCHL, l'équipe de recherche a soutenu un éventail de recherches qui vise à mieux comprendre les besoins et les obstacles vécus par la communauté. Et il y a aussi des solutions pour accroître l'offre de logements abordables. Et donc, à la SCHL, on a
principalement le Fonds pour le logement abordable qui soutient la construction des logements abordables et communautaires, des logements transitionnels, des maisons d'hébergement et des logements avec des services de soutien. Vous parlez beaucoup là, de solutions et de besoins. Je ne peux pas me faire autrement puisque l'entrevue est basée ici au Québec. Au Québec, le logement, c'est vraiment une responsabilité provinciale, donc ça doit aussi passer par le gouvernement du Québec. Est-ce que ça complique les choses parfois de faire avancer des dossiers de logement ici? Je dirais que la SCHL travaille très bien avec le gouvernement de Québec. On a vu juste récemment un partenariat entre la SCHL et le gouvernement provincial pour augmenter le niveau et l'offre des logements à but non lucratif et abordables. Et ça, c'est un parc, un éventail de logements qui est très important. On parle de 800 unités à travers le Québec. Et donc, moi, je dirais que oui, c'est vrai, il y a des enjeux avec toutes les provinces, mais je dirais que la SCHL vise à collaborer avec nos partenaires provinciaux qui sont très, très importants. Et je reviens là-dessus, vous avez dit il y a une charte, donc on ne peut pas dire non à quelqu'un pour un logement parce qu'elle appartient à la communauté de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres. Justement, on ne peut pas dire ça. Donc, c'est bon. Mais je veux dire qu'il existe, ce qu'on a compris de notre recherche, c'est sûr et certain qu'il existe la discrimination dans le marché locatif et spécialement dans une situation où il y a beaucoup de compétition pour les logements, les unités de bonne qualité et abordables. Et ce qu'on voit, c'est vraiment lorsqu'il y a beaucoup de compétition, c'est sûr et certain que ça ouvre la porte à une discrimination. Oui, et souvent la discrimination, elle est plutôt discrète et c'est plus difficile à prouver quand elle se fait. C'est ça qui est toujours un peu problématique. Justement, Oui. Je vais revenir. justement. Je vais revenir. Quels changements systémiques sont nécessaires pour garantir un accès équitable au logement pour les personnes de LGBTQIA+. Oui, ben, on a déjà parlé de le fait qu'un tiers de la communauté est à faible revenu. Donc, c'est vraiment de protéger les logements abordables dans le marché locatif contre les hausses de loyers abusifs. Et ce qu'on voit, c'est que dans notre système maintenant, dans notre situation actuelle, évidemment, on a une hausse de taux d'intérêt, de l'inflation qui est très importante. Donc, on voit vraiment que le coût de vie a augmenté pour tout le monde, mais on parle vraiment d'une hausse de loyer qui est au-delà de cette situation actuelle et c'est ça qui se rend abusif. Deuxièmement, c'est vraiment d'obliger les proprios et les gestionnaires à fournir un espace habitable et c'est non seulement une structure qui est adéquate, mais vraiment à l'intérieur des logements, la qualité d'air est bonne, l'unité est salubre. On voit qu'on a un sentiment de sécurité dans l'unité. Et finalement, c'est vraiment de protéger les locataires et les membres de la communauté contre les évictions, soit illégales ou informelles. Oui. Et pourquoi c'est crucial pour la SCHL de s'assurer là, que les logements sont situés dans des communautés inclusives et accueillantes? Parce que ça fait aussi partie, là, je lisais le communiqué là-dessus, ça fait partie de ce que vous cherchez aussi. Oui, justement. Mais premièrement, je veux juste préciser que la SCHL est une institution financière qui offre des solutions de financement Mhm. et d'habitation et les perspectives fondées sur les données probantes et les dernières recherches. Donc, si je cible seulement la recherche qu'on a menée récemment, qu'on a subventionnée récemment, on connaît que notre recherche démontre que pour la majorité des membres de la communauté deux esprits LGBTQIA, c'est que être situé dans une communauté inclusive et accueillante leur donne accès à d'autres membres de la communauté d'un point de vue social, mais aussi accès à des espaces et des services de soutien qui sont bien adaptés à leurs besoins pour s'épanouir dans leur vie.
Wow. Ben, écoute, c'est vraiment intéressant de savoir que ce genre de discussion a lieu au niveau des institutions comme la CHL. Je voudrais vous remercier, Absolument. Elisabeth Felthaus, d'avoir participé à l'émission. Ben, merci beaucoup et ben, bonne journée à vous deux. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Les efforts de mobilisation pour contrer les reculs des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre, notamment avec le mouvement de retrait des politiques EDI, là, d'équité, diversité, inclusion en entreprise aux États-Unis, ben, ça a des conséquences ici. Donc, il y a des efforts de mobilisation qui poussent un peu partout. Tina Prajic, jeune personne entrepreneuse queer et non-binaire, a récemment lancé 500 voix unies pour l'inclusion, une campagne de sensibilisation auprès des personnes entrepreneuses. Tina est PDG et cofondatrice, ou cofondatrice, je devrais dire, de Elance. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir ce matin. Alors, on utilise quel pronom et quel accord avec toi? Yel ou elle, les deux fonctionnent. D'accord. Qu'est-ce que c'est Elance? Elance, dans le fond, on est une entreprise qui fait de l'accompagnement en milieu de travail pour rendre les milieux plus inclusifs pour tout le monde, peu importe leur identité. L'objectif, c'est que tu puisses venir en milieu de travail et t'épanouir de manière authentique. Donc, vous faites de la consultation auprès de plusieurs entreprises. On fait de la consultation, des formations, de la stratégie, mais on fait aussi des diagnostics plus exhaustifs axés sur les données. Donc, on est très, très données, impact réel et mesurable. Oui, parce que présentement, les gens qui retirent les politiques EDI, c'est sur des émotions et non pas sur des données. Les données démontrent clairement là, que les politiques EDI, ça fonctionne. Oui, en effet, là, il y a toutes des données sur la profitabilité. Donc, on parle de plus 40 % de profitabilité, plus 35 % en termes de performance de rétention employée, plus 25 % en termes de performance de recrutement de nouveaux talents. Puis c'est ça. Donc, oui, ce mouvement-là, où est-ce qu'on semble aller vers la coupure de politique DEI, mais il y a aussi un peu à l'interne, on sait qu'il y a beaucoup de processus et d'initiatives d'inclusion qui vont rester malgré peut-être ces coupures un peu marketées. Oui, ben, en fait, on va y arriver tout à l'heure, mais je lisais, je pense que c'est hier que le président des États-Unis, Donald Trump, pour le nommer, avait même demandé à trouver des procureurs hein, pour poursuivre les compagnies qui continuaient à avoir des politiques DEI ou EDI, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à créer justement Elance? Bien, en fait, je suis vraiment passionnée de diversité, équité, inclusion. Mes parents sont réfugiés de la Bosnie-Herzégovine. Toute ma vie, j'ai un peu vécu cette dissonance entre comment on me traite. Moi, je suis née ici à Montréal, versus mes parents qui ont juste un accent. Puis peut-être aussi le woman power, le girl power. J'ai grandi là-dedans. Avec le temps, j'ai étudié en Gender Sexual Feminist Studies, donc les études de la diversité des genres, diversité sexuelle, approche féministe. Et puis, ça m'a juste vraiment ouvert les yeux sur toute la théorie de la marginalisation, mais aussi comment peut-être réparer, rééquilibrer les dynamiques de pouvoir là, présentes dans la société. Est-ce que je peux me permettre, le fait que tu t'identifies comme une personne non-binaire, est-ce que ça joue aussi, ça a joué dans la création d'Elance? Absolument, oui, c'est ça. Donc, vraiment de comprendre toute cette identité un peu vécue de m'identifier à être queer, non-binaire, d'apprécier juste être Tina. Pas besoin de me catégoriser dans rien. C'est vraiment comme ça que je le vois, moi. Mm-hmm. Puis toute ma vie, ça m'a beaucoup travaillé, donc ouais. Alors moi, ce qui a porté mon attention vers toi, c'est que tu as créé sur les réseaux sociaux. Alors, je dis, des fois, je me plains des réseaux sociaux, mais je suis là-dessus, puis je m'informe, il y a des choses qu'on peut trouver. J'ai trouvé donc une campagne visant à promouvoir l'ouverture envers les personnes trans et les personnes non-binaires et les autres diversités. Pourquoi? Pourquoi? Ben, écoute, avec le mouvement anti-DEI, je trouve qu'on donne tellement de voix et de place à Trump et autres personnes qui sont anti-DEI, alors que la majorité des gens sont pro-inclusion, pro-DEI. La majorité des entreprises, surtout canadiennes, continuent le droit devant en DEI. Donc, je voulais que nous aussi, pour l'inclusion, on prenne de la place, puis qu'on se rassemble, qu'on s'unisse, puis que notre voix soit augmentée. Puis j'espère justement avoir un peu de place dans les médias pour qu'on nous entende. Là. La majorité des gens
sont pas contre la DEI. Mais il y a déjà des résultats. J'ai lu que en fait, tu cherchais 500 personnes, mais vous êtes au-delà de ça maintenant? Oui, on est bientôt à 1000, là, donc ça Ouais. va continuer à grandir. Puis justement, avec 1000, on peut aller plus loin, peut-être plus de pression dans des médias ou auprès des entreprises aussi, là, c'est ça. C'est une belle campagne. Quand tu regardes ce qui se fait là, et ce qui se dit au sud de la frontière, justement, on en mentionnait un bout, comment tu réagis vis-à-vis ça? C'est inquiétant des fois. Des fois, je suis juste comme, mon Dieu, c'est vraiment pas des vrais faits. Donc, c'est de la désinformation. Je trouve ça inquiétant parce qu'on a de l'air de reproduire peut-être historiquement des choses qu'on a déjà vues. Donc, vraiment régner par la peur, par la désinformation et la manipulation. Donc, j'ai beaucoup peur de la violence envers différentes populations marginalisées, surtout les populations trans là, qui vont malheureusement vraiment Qui sont les premières visées Oui. là, par ces mouvements anti-diversité, inclusion et voilà, égalité. Écoutez, il y a eu un autre événement, puis je pense que ça t'a fait réagir. Peu après la collision récente entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne à Washington qui a fait 67 morts, sans la moindre preuve, le président Donald Trump a rejeté la faute sur ses prédécesseurs démocrates et sur les programmes d'embauche qui favorisent la diversité. Ta réaction? Ah, mon Dieu. Ben, encore une fois, Trump règne par la désinformation, puis c'est juste un discours pour peut-être juste faire réagir. Et aussi cette désinformation que la DEI ou l'EDI, c'est juste des initiatives d'équité à l'emploi ou des quotas. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment des initiatives qui vont dépasser les quotas. Donc, on vient vraiment fausser la perception de c'est quoi la DEI dans son ensemble. Puis la diversité, ça a été démontré que ça ramène les entreprises à être plus performantes, meilleure gestion de risque et juste plus efficace en milieu de travail. Donc, c'est toute la désinformation. Toutes les études vont démontrer le contraire de ce que Trump fait. Mais classique Trump prend bien de la place. Donc, j'espère que nous, on arrive à contrer le débat, là. Mais justement, revenons sur cette campagne. Ça consiste en quoi? La campagne est très simple. On essaie de chercher des voix, des personnes qui vont signer pour l'inclusion. Donc une pour pétition, l'inclusion, oui. ouais, c'est une pétition, effectivement, merci. Pour l'inclusion de tout le monde, que ce soit des personnes racisées, que ce soit des personnes trans, qui appartiennent à la communauté LGBTQ+. On cherche juste à avoir un nombre de personnes qui se disent, ben oui, on est unis pour l'inclusion, puis on va pas se laisser marcher dessus ou avoir peur, ou se lancer justement dans cette tendance d'avoir peur de se prononcer pour l'inclusion. Si on s'unit assez tôt, on va pouvoir arrêter ce mouvement-là. Et des résultats jusqu'à maintenant, on a dit qu'on était rendu à presque 1000. Oui, on est bientôt à 1000. Est-ce qu'on commence à avoir des résultats dans les médias? Est-ce qu'on commence à parler de toi? On a eu un reportage à Radio-Canada, oui. On a travaillé là-dessus. Puis présentement, ben, c'est ça, je suis avec vous, j'ai une autre entrevue radio et puis j'attends un peu deux articles qui s'en viennent. Wow! Ben, merci beaucoup, Tina Prangic, PDG et cofondatrice, ou cofondatrice, je devrais dire, de Elance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Pourquoi y a-t-il si peu de héros queer dans les jeux vidéo? C'est la simple question posée par Michael Delova sur Instagram. Adepte de ces jeux depuis toujours, ce gamer posait la question à ses followers pour voir si ce qu'il ou elle en pensait. Ben, il a subi de l'homophobie de plein fouet pendant quelques jours après la publication. Michael Delova est concepteur senior d'expérience, d'expérience de joueur et professeur de conception de jeux, consultant en accessibilité, diversité et inclusion et fondateur et président d'Ethic Hall Game Jam. On l'a joint par visioconférence à Montpellier en France. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très content de te recevoir. Alors, quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Il. Alors, le jeu vidéo, j'ai l'impression que tu as ça tatoué sur le cœur. Non seulement tu y joues, mais c'est ton travail. Décris-nous ce que tu fais justement comme travail dans ce domaine.
Oui, le jeu vidéo, c'est une longue histoire d'amour puisque je suis avant tout un gamer et c'est en même temps mon rapport et mon expérience au jeu vidéo qui a guidé mes engagements aujourd'hui. Moi, le jeu vidéo, c'était mon exutoire, mon échappatoire. J'ai grandi dans un milieu familial qui était assez complexe, assez violent psychologiquement, physiquement et le jeu vidéo est rapidement devenu mon exutoire, mon échappatoire et aujourd'hui, ben, ce que j'essaie de faire, c'est d'offrir cet espace-là de liberté et de protection hein, aux autres et notamment aux personnes les plus isolées et les plus marginalisées. Donc j'essaie d'agir au mieux pour l'inclusion et pour la diversité dans les jeux vidéo. Alors, justement, en tant que gamer et homme gay, tu as publié une vidéo toute simple sur Instagram. Je vais juste en faire entendre un bout. Pourquoi les héros de jeux vidéo ne sont-ils presque jamais gays? Sérieusement, on joue des plombiers champignophiles ou une archéologue dont la poitrine défie les lois de la gravité, mais un gay c'est si improbable, comme si être gay nous empêchait d'avoir le courage ou la force de sauver le monde. Franchement, s'il y a bien quelque chose qui demande du courage, c'est d'être gay dans un monde hétéronormé. Alors justement, on vient d'entendre un bout de cette vidéo sur Instagram. Parle-nous justement de ce que tu voulais accomplir avec ce message sur Instagram. Le but, c'était vraiment de faire un constat. Le constat qui dépeint une industrie du jeu vidéo aujourd'hui qui est hétéronormée et dont la grosse problématique, la problématique de diversité qu'on a aujourd'hui dans le jeu vidéo, elle est toute simple. C'est une industrie qui est dominée par des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, valides. C'est une production de jeux vidéo. C'est 98% d'hommes blancs, hétéros, cisgenres qui décident de ce qu'on va mettre dans le jeu vidéo. Et forcément, ça impacte les productions. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, il n'existe toujours pas d'hommes gays héros d'un jeu vidéo triple A. Le jeu triple A, c'est vraiment les blockbusters hein, du jeu vidéo, qui est écrit comme homosexuel. Je précise bien comme écrit, parce que plein de gens m'ont dit, ah, mais dans tel jeu, on peut avoir une romance homosexuelle, mais généralement, c'est qu'on laisse le choix. C'est-à-dire qu'on crée un personnage, et ce personnage, au sein du jeu, peut avoir le choix d'avoir des romances avec un homme ou avec une femme, mais on n'a pas un personnage qui, dans son lore, dans son histoire, est décrit comme homosexuel. C'est-à-dire un Nathan Drake, un Kratos, où dans l'histoire, le personnage est homosexuel. Donc les studios de jeux vidéo se cachent un petit peu derrière le choix du joueur ou de la joueuse, mais aujourd'hui, ça n'existe toujours pas en 2025. Donc, la vidéo est publiée et c'est ensuite la tempête. Là, c'est la tempête homophobe, ouais. Alors, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos hein, où j'effleure ces sujets-là. Et là, je ne sais pas pourquoi cette vidéo est allée, je ne sais pas ce qu'a fait l'algorithme, mais elle a été propulsée sur des profils d'une rare violence et d'une rare homophobie, avec des choses très très dures, hein, avec des appels à la mort, des mélanges avec des histoires de VIH, de sida, des trucs qui n'avaient rien à voir. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tout était rapporté au sexe, alors que ma vidéo ne parlait absolument pas de sexe entre deux hommes, hein, je parlais juste d'un manque de représentation, et je me suis pris beaucoup d'insultes sur voilà, le fait, désolé, je sais pas si tu peux dire ça, mais le fait de me mettre des choses dans les fesses, et je disais, mais en fait, c'est vous qui faites une fixation sur ce sujet-là, c'est même pas le propos de ma vidéo, en fait. Donc déjà, interrogez-vous vous-même pourquoi vous avez cette obsession sur ces sujets-là, quoi. Mais en fait, confidence pour confidence, moi, j'ai reçu beaucoup de haine à l'automne dernier. Et justement, ça tournait autour de cette partie de mon anatomie à chaque fois, puis je comprends pas pourquoi. Ouais. Alors comment as-tu vécu ça? Recevoir autant de haine? C'est quand même pas facile, là. Alors, c'est pas facile. En fait, il y a deux aspects. C'est que moi, je le prends pas directement parce que déjà, c'est des personnes qui ne me connaissent pas, parce que j'ai 41 ans et que ma vie, elle est équilibrée et que aujourd'hui, je vais pas être profondément blessé, moi, dans mon identité. Ce qui me gêne, c'est les personnes qui vont lire les commentaires, les personnes pour qui c'est difficile, les personnes qui sont en construction, et aussi voir qu'il y a autant de personnes qui pensent encore des horreurs pareilles en 2025. Et ça fait écho aussi avec ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue politique aux États-Unis. Et cette liberté de la parole, quand on voit aujourd'hui Elon Musk ou même Facebook, Meta et donc Instagram qui veulent alléger les modérations. Alors je me dis déjà, il y a un peu de modération et on se prend des vagues homophobes comme ça. Qu'est-ce que ça va être c'est vraiment le fait que cette parole soit aussi libérée en fait. Quels sont les recours que tu peux avoir en France? Parce que je pense que les lois chez vous sont quand même un petit peu plus fortes que les nôtres. Est-ce que tu peux faire des plaintes?
Oui, effectivement, on m'a conseillé de faire des plaintes. Alors, il y a deux choses. J'ai invoqué, oui, ouais, invoqué, ça marche, des associations comme SOS Homophobie et Stop Homophobie, qui généralement font des démarches derrière. Après, il y a bloquer la personne, mais bloquer la personne, ça m'embête parce que quand on bloque la personne sur Instagram, ça retire le commentaire. Donc, admettons que je sois dans une démarche de porter plainte ou d'aller plus loin. Après, j'ai plus la trace de la preuve et du commentaire. Donc, j'ai essayé d'éviter de bloquer. Et après, effectivement, on peut aller porter plainte à la police, puisque l'homophobie est un délit, hein, et non une opinion. Et je tiens à le rappeler, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en tout cas en France, l'homophobie est un délit et pas une opinion. Mais voilà, en vrai, je n'ai pas fait les démarches d'aller à la police parce que j'ai pas le temps, parce que je fais mille trucs et tout ça. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas de pas l'avoir fait. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je terminerai avec ça. Comment réagis-tu au fait que, suite à la publication d'une autre vidéo où tu dénonçais justement cette haine, il y a eu quand même une vague un peu plus intéressante pour toi? Oui, alors ça, c'est ce que j'essaie toujours de faire dans la vie, c'est utiliser quelque chose de négatif pour le rendre positif. Donc effectivement, le fait de m'exprimer sur cette vague d'homophobie que j'ai subie sur un autre réseau social, qui est LinkedIn, qui est généralement un réseau social un petit peu plus bienveillant, ça m'a permis de recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien sur ces sujets-là. Et heureusement, ça m'a montré une autre facette du monde, hein, et heureusement, il y a toujours des choses un petit peu positives. Et je crois qu'on en est là ce soir, aujourd'hui avec toi, parce que tu as vu passer ce post. Et ça fait du bien quand même de voir que la lutte est toujours là et que quelque part c'était utiliser ça pour rappeler au monde que regardez, l'homophobie elle est toujours là, elle est assumée, elle est dure et il faut pas arrêter, faut surtout pas arrêter les combats pour l'égalité, mais sur tous les sujets, hein, les droits, on le voit hein, avec la montée du fascisme et tous ces sujets-là, que la lutte n'est pas finie et je ne sais pas si elle sera finie un jour. Ah, ça va vraiment pas bien ces jours-ci. Michael Delova, merci Non, beaucoup quand on rejoint donc à Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Dans la deuxième partie, bien, on va parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la Russie pour atteinte à la liberté d'expression des militants LGBTQIA+. Et puis en France, le Conseil d'État rejette l'autodétermination de genre. Et la Slovaquie, bien, le gouvernement a publié une proposition d'amendement à la Constitution restreignant les droits des couples de même sexe et durcissant le changement de genre. Tout cela à la chronique Transatlant Queer avec Christophe Gérard. Et ce sera là aussi la deuxième partie de la chronique en toute fluidité sur la non-monogamie consentante avec Marie-Claude Joannis. Elle se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada. Bon, plutôt Transatlant Queer, ça arrive. Salut Christophe Gérard, conjoint à Méru en France. Ben, il y a des trains qui passent chez vous, hein, c'est vrai? Ouais, alors mon train ce soir avait du retard pour entrer chez moi, mais il est passé. Il est passé. De toute façon, il est très tard chez toi. J'imagine que tu as eu le temps même de dîner, comme vous dites chez vous. Alors, pour commencer, Christophe, parlons d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la Russie. Tout à fait, hein, et c'est une décision qui est importante dans le climat actuel. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour violation à la liberté d'expression, donnant ainsi raison à Cyrus qui avait porté plainte et qui était accusé de promouvoir l'homosexualité auprès de mineurs sur Internet. Alors, peux-tu nous dire un peu plus sur l'affaire là, qui est à l'origine de cette décision?
Oui, alors les Cyrus en question sont soit propriétaires ou administrateurs de sites internet ou de groupes sur les réseaux sociaux, parmi lesquels le site www.gay.ru, qui est l'un des sites les plus importants pour la communauté queer en Russie. Donc, ils ont été tous condamnés pour infraction administrative et leurs sites et pages ont été bloqués parce qu'ils parlaient d'homosexualité. Donc, comme j'ai déjà précisé ici dans une chronique précédente, euh, la promotion des relations sexuelles jugées non traditionnelles auprès de mineurs était considérée comme une infraction au pays de Poutine. Alors maintenant, on a décidé que les relations homosexuelles étaient non traditionnelles. Bon, alors, on reviendra là-dessus. Qui de la Cour européenne, que dit la Cour européenne donc des droits de l'homme sur cette question? Elle estime que les sanctions visées à limiter l'accès aux plus jeunes à des informations qui décrivent les relations entre personnes de même sexe comme étant justement équivalentes à celles des relations homosexuelles est une atteinte à la liberté. Et sur quoi est basé cet arrêt? Alors, il se base sur, sur un article, hein, sur des mesures qui ont été prises et qui vont à l'encontre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relative à pardon, la liberté d'expression. Donc, par ailleurs, elle a condamné également la Russie pour violation de l'article 8 qui concerne, lui, le respect de la vie privée et familiale parce que les services de sécurité avaient collecté des données d'une utilisatrice sur le réseau V-Contact, une utilisatrice qui était l'une des plaignantes. Et ce n'est pas tout. Non. Alors, elle a pris un autre arrêté, un arrêté indistinct, dans lequel elle condamne la Russie pour l'inaction des autorités face à la divulgation sur les réseaux sociaux de données personnelles relatives à l'orientation sexuelle. Et elle se base là-dessus sur des faits et des requêtes de trois ressortissants russes, un couple qui s'est marié hors du pays et qui vit maintenant à Moscou, et un troisième plaignant qui, lui, a quitté la Russie avec son conjoint. Il vit maintenant en Europe en tant que réfugié. Donc, la Russie a été reconnue coupable de la violation de l'article 14 sur l'interdiction de la discrimination, combinée à l'article 8 que j'évoquais tout à l'heure. Là, ce qui est étonnant de voir dans tout ça, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie, mais pourtant la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. Non. Par contre, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est chargée de valider et de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme dans les pays qui l'ont signée, et la Russie en faisait partie. Donc, certes, elle a été exclue du Conseil de l'Europe en mars 2022 parce que elle avait envahi l'Ukraine, et elle fait plus partie de la Convention depuis septembre 2022, mais elle reste comptable des violations qui ont été prises avant cette date. Et la loi propagande qui est à l'origine des condamnations de ces personnes date de 2013, donc bien avant 2022. Bon, maintenant, quelle sorte d'impact que cette politique, ça peut avoir sur la politique anti-LGBT le menée en Russie? Bah, on va pas se leurrer, hein, ça va avoir aucun impact sur le comportement de Poutine. Il est bien au-dessus de tout ça. Par contre, ça peut avoir un impact sur les pays de l'Union européenne qui seraient ont tenté de prendre des mesures qui vont dans ce sens-là. Oui, il faut dire que la tentation semble forte ces jours-ci, mais bon, ça c'est autre chose. Parlant d'Europe, le gouvernement slovaque a déposé une proposition visant à restreindre les droits des personnes LGBTQIA+. Oui, ça va dans le sens de ce que je venais de dire, hein. Concrètement, sur l'axe Trump-Poutine, on connaissait déjà Giorgia Meloni en Italie. Je sais que tu l'apprécies tout Ah, particulièrement. ouais, adorable Euh, personne, oui. mais tout à fait. Une autre personne tout aussi adorable, Viktor Orban Ah en oui, Hongrie. oui, un petit ourson. Voilà, et maintenant il va falloir compter avec le Premier ministre slovaque qui s'appelle Robert Fico. Alors si je te dis, nous avons deux sexes, masculin et féminin, à qui tu penses? Ben, moi, ça me fait penser à Donald Trump. Ouais, ben c'est pas du Donald Trump dans le texte, hein, c'est une déclaration de Robert Fico. Bon, alors, c'est donc quelle est la proposition que fait le gouvernement slovaque justement sur cette question? En fait, le gouvernement a publié une proposition d'amendement à la Constitution qui vise à restreindre les droits pour les couples de même sexe et durcir également le changement de genre. Donc, pour ce faire, cet amendement en fait ferait primer le droit national, donc le droit slovaque, sur le droit européen, donc la souveraineté du pays sur les questions d'éthique et de culture primerait sur le droit européen. Donc, pour justifier. Oups, on a perdu ton son. Il faudrait que tu rallumes ton micro. Faut que tu rallumes ton micro, Christophe. La petite barre en bas, audio. Voilà, Désolé.
Fausse manip. Donc, Ouais. je disais, pour justifier de cette décision, Robert Fico invoque les traditions et l'héritage culturel et spirituel des ancêtres slovaques pour dresser un barrage constitutionnel face au progressisme et donc à rétablir le bon sens. Donc, pour lui, autre mesure, le sexe ne peut être modifié que pour des raisons sérieuses, selon des modalités qui seraient fixées par la loi. Alors, on se demande bien lesquelles, hein. Mhm. Donc, de plus, il réserve l'adoption d'enfants aux seuls couples mariés. On s'en doute hein, que le mariage pour les personnes de même sexe, n'est pas autorisé en Slovaquie. Puis il va même plus loin, là. Ouais, tout à fait, hein, puisqu'il demande aux écoles d'enseigner uniquement ce qui est conforme à la Constitution. Bon, c'est pas la première fois qu'il prend ce type de décision. Non, il avait déjà fait un premier mandat en 2014 et il faut pas, enfin, est-ce qu'il est nécessaire de le préciser? Il est nationaliste, hein. Et donc, il a fait inscrire dans la Constitution que le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme. Et il avait également organisé un référendum pour faire barrage au mariage pour tous. Malheureusement pour lui, hein, ce référendum a été invalidé, faute de participation nécessaire. Alors, le gouvernement souverainiste n'en est pas à son coup d'État et continue, hein, puisque récemment, il a annoncé la fin des subventions aux associations de défense des droits LGBTQIA+. Dans le même sens, et ça va, enfin, ça montre à quel point le gouvernement est extrêmement sympathique, une ministre a dénoncé une idéologie, en parlant bien évidemment de la communauté LGBT, qui mène à une extinction de la race blanche. Donc, pour rappel, hein, je ne sais pas si vous en aviez eu, vous, écho au Québec, mais en 2022, deux hommes avaient été assassinés dans un bar gay de Bratislava, la capitale, par le fils d'un membre d'un parti d'extrême droite. Ouais, ça va bien, hein, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, en fait, la proposition a été mise en ligne sur le site du gouvernement. Elle devrait faire l'objet d'un débat public pendant un mois avant un éventuel vote au Parlement. Alors, selon Martine Mako, qui est directeur de l'ONG Initia Inalco, qui a été interrogée par l'AFP, cette proposition, si elle était acceptée, introduirait de nouveaux obstacles dans le traitement de transition des personnes transgenres et elle cimenterait également dans la loi fondamentale, donc la Constitution, des inégalités qui ciblent les couples de même sexe. Cela serait un premier pas éloignant la Slovaquie de l'Union européenne. Pour lui, en fait, cette initiative a surtout pour but de détourner une crise politique qui traverse actuellement la Slovaquie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coalition menée par Fico subit de pressions énormes de la part des Slovaques hein, qui manifestent massivement pour défendre la démocratie et rejeter en masse le rapprochement opéré avec la Russie. D'ailleurs, hein, récemment, c'était vendredi, c'est près de 40 000 personnes qui ont défilé à Bratislava, plusieurs milliers d'autres dans 40 villes du pays contre Robert Fico. Que peut faire l'Europe là, face à cette proposition d'amendement? Ben, comme on en a déjà parlé, elle peut faire valoir le droit européen. En 2021, pour la Hongrie qui a fait voter une loi similaire qui interdisait d'évoquer l'homosexualité face aux mineurs, avait fait l'objet d'une procédure d'infraction de l'Union européenne. Ça a une valeur symbolique ou ça peut avoir des répercussions réelles, ce genre de procédure d'infraction? Ça peut avoir des répercussions réelles puisque le droit européen prime sur le droit national sur toutes ces questions. D'accord. Bon, on revient en France maintenant. Le Conseil d'État a rejeté l'autodétermination de genre. Tout à fait. Alors, la plus haute autorité juridique administrative a rejeté en effet un recours d'associations comme Stop Homophobie, Mousse, Adeos ou Accepteste qui réclamaient la déjudiciarisation du changement de genre à l'état civil. Donc, concrètement, elle demandait l'annulation de deux circulaires de 2017 qui concernaient le changement de genre et de prénom à l'état civil pour les personnes trans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement en France, une personne transgenre doit passer par un processus judiciaire assez important de façon à changer d'état civil. Donc, il y a bien une loi en 2016 qui a été votée et qui ne les oblige plus à subir une stérilisation médicale pour changer de genre. Toutefois, il aurait toujours demandé de démontrer que leur sexe à l'état civil ne correspond pas à leur identité de genre. Ça signifie Donc, quoi, ça signifie quoi concrètement?
Cette démonstration, elle a des contours flous parce qu'elle se base sur un faisceau d'indices. Donc, on demande notamment aux personnes trans de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, de produire des témoignages de leurs proches ou encore d'avoir effectué éventuellement un changement de prénom en mairie. Alors, selon les associations, cette démonstration discrimine les personnes qui n'auraient pas ce qu'on appelle le bon passing, c'est-à-dire l'apparence physique qui correspondrait totalement et parfaitement au stéréotype du genre auquel elles s'identifient. Par exemple, la pilosité faciale pour une femme trans. Ah, wow. Fait que un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce que c'est pour dénoncer cette obligation de passing que des associations ont fait ce recours devant le Conseil d'État? Tout à fait, hein. Et suivant les recommandations et les conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État donc, est décidé de rejeter ce recours en estimant, entre autres, que les éléments qui étaient critiqués n'étaient pas définis par les deux circulaires, mais par la loi en elle-même. Bon, il y a quand même du positif là, dans cette annonce. Ouais, puisque dans le texte publié pour justifier de leur décision, le Conseil d'État indique que l'apparence de la personne ou le jugement de tiers ne joue aucun rôle prépondérant dans la mise en œuvre des critères d'appréciation. Donc cette mention, elle réjouit l'avocat des associations, un maître des Oulières, puisqu'elle rappelle aux tribunaux que le changement de genre n'est pas censé s'opérer sur des bases physiques. Donc il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le Conseil d'État aille aussi loin, qu'ils ont été écoutés et reconnus euh, pour certaines situations concrètes. Donc ce sont des arguments qui pourraient s'opposer aux tribunaux qui formuleraient notamment des demandes fondées sur l'apparence. Juste pour que je comprenne bien maintenant, c'est qu'on ne demande plus aux gens de se présenter avec une apparence du sexe auquel il ou elle s'identifie. On leur demande simplement de faire une déclaration comme de quoi, oui, moi, je m'identifie comme homme ou femme ou non-binaire, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est le but de cette manœuvre, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre, c'est-à-dire tu restes maître ou maîtresse de ton destin et de ce que tu es. Donc, D'accord. c'est à toi de déterminer du genre auquel tu t'identifies et ce qui justifie ton changement d'état civil. Bon, Donc, sur ton genre et ton prénom. donc, à vue de nez, pour moi, présentement, est-ce que cette décision, ben, ça semblerait que ça pourrait satisfaire les associations, tu crois? En tout cas, la décision qui a été prise par le Conseil d'État, pas vraiment, hein, si on en juge par la réaction de Maxime Margaret Loiry, qui est chef du pôle des transidentités au sein de l'association Transhomophobie, pardon, Stop Homophobie, et également présidente de Diversité sociale. Elle estime que le Conseil d'État confirme tout de même la méthode de ce que je disais tout à l'heure, hein, ce faisceau d'indices, ce qui continuerait de rendre très difficile le parcours des personnes trans qui n'ont pas le bon passing. De plus, elle estime que cette décision, ça n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Elle rappelle également, et ça c'est vrai, hein, il existe des inégalités de traitement en fonction des juridictions, à savoir que d'une région à l'autre et d'un tribunal à l'autre, les délais des procédures et les pièces à fournir peuvent être différentes. Bon, qu'est-ce que peuvent faire les associations maintenant? Se tourner vers l'Europe, encore une fois. Pour eux, le combat continue et ça va continuer devant la Cour européenne des droits de l'homme dont je parlais tout à l'heure. Donc, comme le dit Maître Desoulières, en fait, le but, c'est vraiment l'autodétermination de genre à l'état civil. Et il dit comment peut-on imaginer que des magistrats puissent se prononcer sur des caractéristiques aussi intimes que le genre. Donc, il a noté que certains élus du Nouveau Front populaire ont déposé une proposition qui va en faveur de cette autodétermination fin novembre à l'Assemblée. euh, Proposition qui n'a toujours pas été acceptée et il est fort peu probable que ça le soit, hein, dans la mesure où on est dans une instabilité politique assez importante ici, comme tu le sais. Donc, là, maintenant, comme on s'est dit depuis le début de l'année, on va essayer de temps à autre d'avoir un peu d'autre chose que des nouvelles dures, des nouvelles peut-être mauvaises. On va parler de culture. Ouais, je reviens à mes premières amours, hein, la culture. Alors, quand une drag queen rend hommage à une des reines de la nuit, on a appris la semaine dernière que Hugo Bardin, alors il est connu sous le nom de Paloma, hein, c'est lui qui a qui a remporté la première édition de Drag Race France ici en France, travaillait sur son premier long métrage, dont le tournage devrait commencer dès septembre prochain. Alors, quel sera le sujet du film?
Ben, c'est un biopic qui est consacré à Bambi, une artiste transgenre qui a fait les belles heures des nuits parisiennes dans les années 50 et 60, en se produisant notamment dans le célèbre cabaret de Pigalle qui s'appelle Madame Arthur. Donc Hmm. c'est une personnalité assez singulière, hein, puisque elle a mené sa carrière des années 50 à la fin des années 60 et elle a décidé d'abandonner la scène totalement pour l'enseignement. Donc elle a repris son nom, Marie-Pierre Pruvot, et elle est devenue professeure de lettres pendant près de 25 ans. Alors, comment est né ce projet? Bah, c'est né d'une rencontre entre Hugo Bardin et Bambi, et cette dernière lui a raconté des tonnes d'anecdotes sur sa vie d'artiste. Et donc, artiste dans le Paris des années 50, et ça semblait évident pour Hugo que ça ferait un excellent scénario. Et Donc, est-ce qu'on... Oui, oui, excuse-moi. ouais, alors le film évoquerait hein, essentiellement la carrière de Bambi, donc des années 50, de 1950 à 1970. Et est-ce qu'on sait quelle actrice aura ou incarnera le Bambi? Non, pour l'instant, il n'y a aucun nom qui a été communiqué. Cependant, Hugo Bardin a bien précisé qu'il lui semblait important que ce rôle soit tenu par une comédienne transgenre. Il nous reste un petit peu de temps, puisqu'on parle de Drag Queen, de Paloma, de Drag Race France. Est-ce qu'on a des nouvelles sur la prochaine saison? Est-ce que tu en as eu? Oui, tout à fait. Alors, la prochaine saison, ce sera une saison All-Star, Ah oui. donc avec des drag queens qui ont participé sur les 3 premières saisons. Alors, pour l'instant, le nom des participantes n'a pas encore filtré. J'ai pas plus d'informations. Je sais juste qu'il y a une énorme tournée qui est prévue à l'issue de cette saison un peu partout en France. Et c'est Et prévu quand la prochaine saison? Là? Je pense que c'est toujours à l'été chez vous, hein, c'est ça? ouais, ça tombe, sauf là, l'année dernière, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques, mais ça tombe toujours à peu près à la période de la marche de la fierté en France, donc fin juin. Bon, alors ça va être à suivre, effectivement. Et puis, on a encore juste un petit peu de temps. Tu m'as prêté un livre que j'ai beaucoup aimé, puis tu devras m'en parler éventuellement. Juste me mentionner qu'est-ce que c'est. Alors, le livre que je t'ai prêté, c'est la bande dessinée, c'est ça? Oui, oui. Ok, c'est une bande dessinée qui s'appelle Petite fille deviendra grand. Donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Louis Féglou, qui a écrit ce livre. C'est une bande dessinée, un roman graphique qui parle de son parcours d'homme trans depuis son enfance jusqu'à sa transition. Il vivait en France et récemment, il est arrivé chez vous Oui, puis je puisqu'il peux, vit à Gatineau. oui, puis je peux annoncer d'ores et déjà que nous allons le recevoir très bientôt à l'émission. Alors, je vais juste, c'est un petit peu la façon de faire un teaser, comme on dit en bon franglais. Christophe Gérard à Méru en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée. À très vite, À Denis très Martin. vite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde. Allô, Marie-Claude. Marie-Claude Allô, Joannis. Denis Martin. Oui, alors on revient ce mois-ci, donc on a commencé ça le mois dernier, on revient sur la non-monogamie éthique. Là, je sais que Oui, ça fait sursauter les gens de dire, oh mon Dieu, on va parler des gens qui ont des relations sexuelles un peu partout, n'importe comment, mais c'est pas de ça qu'on parle. Rappelons un petit peu rapidement, c'est quoi la non-monogamie éthique? donc c'est une structure relationnelle dans laquelle il y a plusieurs parties impliquées et qui ont des relations romantiques et ou sexuelles entre elles, mais ça se fait dans le fond ouvertement, donc à la vue et au su, avec honnêteté. C'est pas une tromperie, c'est pas la polygamie, c'est pas un couple ouvert, c'est vraiment un groupe de gens qui vont vivre des relations amoureuses, mais de façon consentie avec d'autres personnes. Donc, au Canada, la polygamie, ce n'est pas légal, par contre. Exact. Donc, la polygamie, c'est mariage hein, Mhm. avec plusieurs personnes. Donc, non, ce n'est pas légal. Il faut savoir qu'au niveau du code criminel, donc, c'est même illégal, en fait. Et il faut savoir qu'avoir un enfant, donc, pour plusieurs parents, c'est pas possible au niveau légal. Donc, présentement, seulement deux parents peuvent avoir la garde légale d'un enfant, donc être les parents légaux. Ça veut dire que, par exemple, pour un polycule, donc plusieurs personnes qui sont dans le même groupe amoureux, ben, à ce moment-là, ce ne serait pas possible d'avoir la parentalité à plusieurs, comme c'est pas possible, mettons, pour deux couples, mettons un couple de lesbiennes et un couple homosexuel, d'être les parents Oui. ensemble.
d'un enfant actuellement au point de vue légal. Oui, il y a présentement une cause devant la justice, d'ailleurs, par la coalition des familles LGBTQ+, qui justement veut faire reconnaître là, ce qu'on appelle la poly ou la je pense que c'est la polyparentalité, le terme exact. Exact. Oui. Alors ça, c'est à Exact. Donc, voir. ça fait Ça partie des existe en passant. revendications Mhm. qui sont faites, puis ça peut être un grand-parent, ça peut être plusieurs personnes hein, qui pourraient avoir la garde légale, mais oui, ça concerne entre autres la communauté LGBTQIA+. Donc là, Denis Martin, ce qui est important de savoir, là, c'est que tout ça, ça se fait dans le consentement. OK? Oui, C'est pas alors, quelque chose qu'on fait du jour au lendemain en se disant, ah mon Dieu, mon couple va pas bien. Me semble que ou mon conjoint, ma conjointe, la personne avec qui je suis en relation, ne compte pas tel aspect dont j'ai besoin. On pourrait ouvrir le couple ou on pourrait devenir polyamoureux. Oh, oh, oh. hmm. Alors là, je vois mon ami sexologue ici là, qui réagit dans ce temps-là et qui fait oh, 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 ça va, c'est sûr, ça, non seulement ça va pas améliorer la situation, mais ça risque fort de la détériorer complètement. OK? Ouais, le sexe, Parce ça, qu'on c'est ajoute pas un niveau de la solution à complexité. tout, hein? Oui. Non, absolument pas. Donc, ça prend à la base une relation solide Oui. de confiance entre les partenaires et d'amour. OK? Donc, ensuite, il faut avoir une discussion sérieuse. Donc, et considérer d'abord personnellement. Moi, c'est quoi le temps que j'ai? Parce que, tu sais, l'amour, c'est infini, et le temps, ça, il y a 24 heures dans une journée. Hein? Et c'est quoi l'espace émotionnel aussi que j'ai pour m'investir avec une autre personne? Parce qu'on parle d'une relation amoureuse. On ne Mhm. parle pas de relation sexuelle. C'est pas un couple ouvert, c'est vraiment des relations avec un engagement. Donc, ensuite, on va proposer au couple de discuter hein, de c'est quoi le plus-value pour chaque personne dans le couple, OK? Et pour la personne qui va initier la conversation, si c'est comme ça que ça se passe, parce que des fois, c'est pas comme ça que ça se passe, des fois, c'est les deux côtés, ça va être important de part et d'autre de rassurer notre partenaire, OK? Initial, qu'on l'aime, qu'il nous apporte des choses, puis que ce qu'elle nous apporte, ben, ça n'enlève rien à ce qu'on va trouver chez l'autre ou ce qu'on veut chercher dans une autre Mhm. relation. Ensuite, les gens vont se fixer des limites claires. OK? Donc, il y en a qui sont à l'aise de rencontrer l'autre personne, il y en a que non. Il va y avoir aussi toute la question des protections, de la protection. Ben, moi, je suis pas à l'aise que tu n'utilises pas de condom ou je suis pas à l'aise que le sexe oral soit pratiqué sans protection ou, OK, etc. Je suis pas à l'aise que tu parles à l'autre de la sexualité que nous, on vit ensemble ou au contraire, moi, j'aime ça que tu m'en parles, je veux le savoir, OK? Ça va être vraiment propre à chaque couple, mais c'est vraiment des choses qui vont être importantes de discuter en profondeur et vraiment de s'assurer on tord pas le bras de l'autre, là, hein? C'est vraiment consensuel. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut se sentir vraiment à l'aise pour vrai. OK? Ensuite, on va pouvoir rencontrer des personnes, mais tout en revenant régulièrement valider avec notre partenaire initial que ça va bien et en continuant d'accorder du temps de qualité à cette relation-là. Parce qu'une nouvelle relation, évidemment que ça amène à un lot d'hormones, de nouveautés, etc. Mais dans le polyamour, la relation initiale, parce qu'il y a aussi la hiérarchie relationnelle qui ne considère pas une relation plus importante que l'autre, mais donc peu importe le nombre de temps qu'on est dans une relation, chaque relation est importante, chaque relation mérite et doit occuper donc notre temps, notre énergie, nos pensées, nos discussions, notre communication, etc. Donc, ce n'est pas, c'est quelque chose qui est complexe, qui demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, qui n'est pas impossible, hein. Il y a des gens qui le vivent et qui le vivent bien, qui le vivent de façon saine. Et dans le mouvement, il y a vraiment une sincère volonté de vivre les choses de façon éthique. C'est pour ça que ça porte ce nom-là, mais vraiment euh, en ouverture, en bienveillance. D'ailleurs, il y a un autre mot là, qu'on n'a pas vu la semaine dernière, le mois passé, mais qui est la compersion. La La compersion. compersion, ouais, c'est le sentiment, dans le fond, de joie qu'on ressent à savoir que notre partenaire a du bonheur avec une autre personne. Ça Hmm. serait exactement le contraire de la jalousie.
Donc, on peut développer, et il y a des gens qui le vivent. C'est pas fait pour tout le monde, hein, puis c'est pas, on est fait comme on est fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être, mais il y a des gens qui sont vraiment bien dans ce modèle-là et qui le font de belle façon aussi, dans le respect de tout le monde, dans la discussion, dans l'ouverture, et il faut faire attention de ne pas penser là, que c'est des gens qui sont, ah mon Dieu, qui couchent à tout. Non, oui, c'est bien facile, ah ben oui, ils ont le meilleur des deux mondes, etc. Ah, le Attention, jugement, le ça jugement. demande beaucoup de temps et d'énergie et de bienveillance et d'écoute pour tout le monde. Donc, plus on ajoute d'individus, plus on complexifie, mais aussi plus on est riche, plus on a un réseau qui est fort aussi. Donc, Marie-Claude voilà. Jeannet, c'est tellement intéressant. En fait, je viens de me rappeler du mot dont on parlait tout à l'heure quand il y a plusieurs parents, c'est on appelle ça la pluriparentalité. Oui, oui, C'est merci. reconnu. C'est reconnu, hein, je pense que c'est en Saskatchewan qu'ils ont commencé à le reconnaître et en Ontario. Alors, le Québec traîne un peu de la patte, mais ça s'en vient. Ouais, un pas à la fois, comme on dit. On va commencer par le polyamour et la non-monogamie éthique. Et le mot important qu'il faut se rappeler tout le temps dans tout ça, c'est le consentement. Consentement. Et la discussion, ouverture, on peut en rajouter On va, plusieurs. on va commencer par le consentement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Oui, c'est déjà bien. Merci, bye. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 103, ce 10 février 2025. Merci à l'équipe Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M, entre autres Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous remercie tout le monde d'être là. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours au même endroit, même heure, même poste, comme on dit, à 17h pour une autre édition de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Après la